Bonjour, bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast Génération Z, pardon. Aujourd'hui, on est avec Madame Mégane Perry-Mélançon, donc qui est la porte-parole nationale du Parti québécois. Bonjour. Bonjour! Donc, très heureux de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. On va aborder plusieurs sujets, notamment, la politique, mais aussi votre parcours, hein, voir quels sont les différents rôles qu'on peut avoir dans un parti autre qu'en étant député, malgré que vous l'avez déjà été par le passé. Et aussi, on va parler un peu de comment rejoindre les jeunes à ce sujet-là qu'est la politique et pas nécessairement, si on veut, le plus facile, hein, ce qui est pas ce que les gens s'intéressent le plus en bas âge. Donc, j'aimerais ça justement commencer l'entrevue avec votre parcours professionnel un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'arriver comme député à Gaspé? Ben, j'ai passé par les études, moi aussi. Je suis originaire de Gaspé, en Gaspésie, donc j'ai fait, mon parcours, primaire, secondaire, là-bas. Puis vite, j'ai voulu à 17 ans, quitter ma région natale pour aller découvrir autre chose, voir du pays, voir le Québec, autrement. Donc j'ai fait mes études en cinéma, au Collège Montmorency à Laval. Puis, j'ai eu quelques années dans le parcours en culture et en cinéma. Mais finalement, j'ai décidé de me réorienter parce que je voyais ça plus comme un passe-temps que comme une vocation ou comme un besoin de faire carrière en art. Je pense que je me faisais peut-être dépasser par certains étudiants plus disciplinés que moi dans cet art. Mais j'ai beaucoup appris, disons, je dirais, sur l'environnement, les milieux urbains aussi, parce que je commençais à me faire une vie par moi-même là, à 17 ans. Et puis, j'ai poursuivi ensuite en gestion du tourisme à l'ITHQ, qui est une institution quand même bien réputée pour ce qui est de la restauration, la gestion hôtelière internationale, mais aussi des programmes comme la technique en tourisme qui nous ouvre des portes puis qui nous permet de voir encore plus de pays. Là, je tombais vraiment dans l'international. Je suis allée travailler à Barcelone 3 mois. Dans la même année, je suis aussi allée du côté de la Jamaïque pour aussi vivre et travailler dans le domaine euh, du resort, là, vraiment de l'hôtellerie. Et ben c'est ça. Moi, ça m'a permis un peu d'ouvrir mes horizons, d'apprendre d'autres langues aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ben après ça, je suis retournée vivre en région. J'ai fait quelques années au bureau de comté du député Gaétan Lelièvre. Bon, je me suis retrouvée en politique un peu par des contacts, les connaissances en région. Je pense que ça marche encore beaucoup comme ça. Puis on m'avait approché pour venir développer des liens avec les organismes, les entrepreneurs, d'être dans un bureau de comté. Ça permet vraiment d'être en contact avec beaucoup de gens. Puis ce réseau-là m'a servi toute ma vie, il me sert encore. Donc, c'est comme ça par la porte, je dirais, du travail de comté. Souvent, on pense au côté plus militant de la chose, puis de travailler à l'interne dans son parti, son organisation, mais il y a d'autres parcours aussi, dont celui de devenir attaché politique. Et j'ai fait ça quelques années, puis ensuite, je voulais vraiment aller chercher un bac. Donc, pour compléter ma formation, je suis allée au niveau de l'administration des affaires à l'Université Laval. Puis là, ça m'ouvrait justement un autre champ, mais toutes des formations complémentaires finalement dans des domaines qui sont importants au Québec. Donc, ben c'est ça, j'ai terminé mes études en pleine pandémie alors que j'étais députée. Je me suis donné l'objectif d'aller chercher mon bac avant la fin de mon mandat. Donc, c'est drôle. Maintenant, je suis bachelière, mais j'ai passé par une drôle de tempête pour y arriver. Et c'est ça, on va sûrement parler plus là, en détail de ce qui m'a fait traverser vraiment dans la politique active. Mais je dirais qu'encore une fois, j'étais dans une mission au Pérou. Je reçois un appel, je ne suis même pas encore revenue en sol québécois, que Pascal Bérubé, qui l'est toujours, mais qui était aussi à l'époque député de Matane-Matapédia. Il m'avait vu aller dans mon travail comme attaché politique, puis disait, avec le départ soudain là, du député en place, il m'a dit, il me semble que ce serait bien que tu tentes ta chance, tu es une femme jeune, active, tu es connue dans ton milieu, puis c'est toujours le défi d'aller recruter des femmes en politique, donc il trouvait que j'amenais un bagage nouveau, qui est différent, et qui m'a finalement fait élire en 2018 pour un mandat de 4 ans
au Parti québécois. Et donc, j'ai été députée, la première femme élue dans le comté de Gaspé, là, dans l'histoire de la politique québécoise. Donc, bien fière de ça. Puis, ça m'a permis aussi d'avoir plein de beaux dossiers comme porte-parole aussi, là, mais on pourra en parler ça plus On tard va y dans le... revenir là, C'est ça. plus tard dans l'entrevue. J'avais le goût aussi m'attarder sur un point quand bon, vous avez fait votre entrée dans le bureau de comté, là, euh, ben, c'est venu comment? Ça a été quoi le déclic, si on veut? Est-ce que vous pensiez un jour vous présenter à ce moment-là? Ou c'était plus... Non, c'était peut-être un rêve qu'on n'ose même pas dire Mhm. en mots, là. On y pense, on se dit parfois dans un bureau de comté, on voit l'élu aller, puis on voit sa manière, parce que chaque député a vraiment sa couleur, ses intérêts et sa façon de travailler. Donc, des fois, c'est sûr qu'on se compare, puis on se dirait à nous-mêmes qu'on ferait les choses peut-être autrement ou qu'on aurait un autre style, mais ça n'allait pas plus loin dans ma réflexion. C'est vraiment, puis ça arrive souvent aux femmes de pas avoir en tête cette possibilité-là parce qu'on se fait peut-être un peu moins confiance facilement. On a besoin que quelqu'un sème l'idée dans notre tête avant de nous-mêmes oser y penser. Là, c'est encore comme ça avec beaucoup de femmes avec qui je parle qui osent même pas ou à peine dire qu'ils sont intéressés par la politique. Puis ça, c'est dans les défis que je me suis donnés ou les objectifs plutôt d'essayer que les femmes se sentent plus interpellées rapidement dans le processus. Et ben, c'est ça, c'est vraiment parce qu'on m'a approché que j'ai considéré. Puis même là, ça n'a pas été dès le départ. Là. J'en ai parlé autour de moi, ma famille. Mes parents, au début, étaient comme, ah, ben, je ne sais pas, Mégane, si je te vois t'épanouir là-dedans, est-ce que tu vas vraiment aimer ça? Puis il y a aussi le fait que notre famille veut nous protéger parce que c'est encore comme ça maintenant, puis encore plus avec les réseaux sociaux. Ça vient avec son lot de critiques. Les gens peuvent être durs parfois envers leurs élus, puis moi, je me dis, ceux qui décident de faire le saut doivent assumer toutes les conséquences et le faire par conviction et par choix. Mais c'est vrai que pour la famille, des fois, ça peut être épeurant. Puis finalement, après quelques jours, tout le monde m'a dit, ben non, pourquoi pas? Mais il y avait moins de jeunes à ce moment-là. En 2018, là, moi, il y avait eu Catherine Fournier, justement, à la Oui. partielle dans Marie-Victorin, qui venait de rentrer en 2017. Mais à part elle, il n'y avait pas beaucoup d'autres exemples et de modèles de réussite au stade de l'Assemblée nationale. Il y avait des élus déjà, mais il y a eu une vague des élus municipaux aussi par après. Puis je pense que là, il y a plus de jeunes aussi qui peuvent voir ça comme un rêve tangible, finalement, de s'impliquer et d'aller en campagne électorale à titre de candidat. Là. Ouais, Madame Fournier, justement, qu'on a eu la chance d'avoir sur le Ah podcast il y a oui! Bon, ben, deux j'ai semaines, donc il nous a parlé un petit peu de son expérience aussi. Mais je pense que ça revient justement à c'est un rêve, justement, qu'on n'y pense pas trop, mais qu'on décide de faire le saut un jour. Et justement, quand que vous avez reçu cet appel là, de M. Bérubé, qui est quand même un éminent politicien excellent dans sa profession, et qui vous dit, ben, je pense que c'est votre place, que euh, vous devriez faire le saut, et puis bon, là, c'est officiel, vous êtes euh, candidate officiellement. Est-ce que vous croyez à 100% de, OK, l'élection, je l'ai, ou, ça, ou moins, ou pas vraiment, tu sais, très c'était bonne quoi le question. processus là-dedans, là? Ben, quand on se lance, on y va pour Ouais. une chose, c'est gagner. Je pense que tous les candidats qui arrivent en campagne électorale se disent qu'ils peuvent faire la différence dans le résultat des votes. Peu importe la position du parti, on y va toujours par conviction, ou en tout cas, la majorité d'entre nous le font par conviction. Donc, moi, j'y allais avec comme attente d'être élue. C'était une circonscription qui est prenable aussi, il faut le dire, parce que des fois, ça aussi, dans les objectifs qu'on se donne, c'est de ne pas seulement mettre des femmes sur des poteaux, là, des affiches, mais de vraiment en faire élire. C'est toujours ça le défi. Donc, comté prenable, c'est sûr que là, il y avait du mouvement dans l'équipe locale. Là. L'exécutif était un peu déstabilisé par des événements qu'il y avait eu chez nous avec l'ancien député. J'ai eu une investiture contestée, même là, parce que j'étais un choix pas imposé, mais qui avait été fortement suggéré par l'équipe parlementaire. Ben,
Je pense au niveau local, puis c'est normal, avec le peu de bagage que j'avais d'expérience professionnelle, je pense qu'on a voulu me faire passer par le processus. Comme il y avait quelqu'un qui aspirait aussi à être candidat, ben, on a fait tout le processus. J'ai conquis les militants du Parti québécois dans mon comté. Puis ça a été le premier vrai test, je dirais. Donc là, une fois que j'ai gagné cette première mini-campagne à l'interne, ben là, je me disais tout est possible. Là j'ai les coups d'été, là, puis finalement, je suis contente d'avoir eu une investiture contestée parce que ça m'a campé dans ça m'a donné de l'assurance et puis aussi la crédibilité qu'il fallait auprès des électeurs. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, par exemple, de cette anecdote-là, qui n'est pas une anecdote, c'était quand même assez intense comme résultat puis situation, mais dans le comté de Gaspé, il y a eu un recomptage, puis c'est là que j'ai été Ouais. élue, là, quelques jours après l'élection générale, parce que c'est un candidat libéral qui avait été élu par erreur, là. Il y a eu une enquête là-dessus, le DGE s'en est mêlé, tout ça. Mais il y avait eu un mauvais comptage dans une boîte, une section de vote complète qui avait été, tous les votes s'étaient ramassés au Parti libéral, ce qui est mathématiquement pas mal impossible. Donc, on avait demandé un recomptage, puis effectivement, il y avait eu une erreur, puis c'est moi qui était vraiment l'élu de 2018 là, de l'élection générale. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée. Puis c'est ça, une fois que tu passes par tous ces hauts et bas-là, ben là, tu as la couenne assez dure après pour aller traverser tous les défis que peuvent amener un mandat à l'Assemblée nationale. Et là, justement, quand que vous avez su, bon, finalement, j'ai été élu. Donc, après toutes ces aventures-là, c'était quoi votre premier sentiment, si on veut, en tant que nouvelle députée? Fière. Moi, je me rappelle que j'étais très fière de moi, mais surtout des citoyens de la Gaspésie, de ma région, parce que je me disais, on fait place à la jeunesse. Il n'y a pas plus fort symbole que de se choisir un représentant qui a seulement 28 ans. Tu sais, j'ai été élue à 28 ans, puis je pense que ça démontrait qu'il y avait une forte volonté de la part de la population de la Gaspésie de changement, de renouveau, de voir différents visages, puis pas besoin d'avoir une expérience ou une carrière de 30 ans pour faire de la politique quand on a quelque chose à apporter puis qu'on a des idées à défendre et des gens à défendre. Ben j'ai trouvé ça beau qu'on me donne la confiance malgré mon peu d'expérience. Puis après, ça m'a donné envie de me donner à 100 000 %. C'est vraiment pour ça que durant 4 ans, j'ai ménagé aucun effort. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie avec une équipe de feu aussi là, dans ma circonscription, dans mon bureau. On se voit encore d'ailleurs, là, parce que même si je n'ai pas été réélue en 2022, on se fait des soirées. Quand je retourne en Gaspésie, on a vraiment tissé des liens solides, puis on a fait des belles choses durant ce mandat-là. Là. J'ai été parce que j'avais envie de redonner. Puis je me sentais redevable parce qu'on m'avait, pour moi, fait un grand cadeau le soir des élections en 2018. Puis même, je ne reste pas amère là, de la défaite de 2022. C'était un tout autre contexte. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient derrière moi quand même. Puis j'ai augmenté mes appuis entre 2018 et 2022. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Puis pour moi, c'est des belles années que je garde en tête, là, puis c'est ça, des grandes avancées aussi pour le comté. On est allé chercher toutes sortes de gains en service de garde, aller chercher des places. On a mis en lumière beaucoup de problématiques. On a eu l'attention des ministres, même si on était à l'opposition. Puis ça, je pense que c'est important de le dire que le travail des élus de l'opposition, quand il est bien fait, il peut porter beaucoup localement. Ouais. Là, donc, si on fait une petite rétrospective de votre 4 ans en tant que député, c'est quoi, si on veut, vos projets, si on veut, vos réalisations qui vous ont le plus marqué ou celles dont vous êtes le plus fier? Ben, en numéro un, position numéro Ouais, un, c'est certain que c'est mon opposition au projet pétrolier. Moi, je suis ouais. dans un comté où il y avait beaucoup de projets en allant, puis même nous, comme parti, à un certain moment, à une certaine époque, je pense qu'en 2018, notre ligne de campagne, c'était qu'on ferme la porte aux nouveaux projets, mais tu sais, le projet GALD, qui était déjà
projets-là en cours chez nous, je pense qu'on n'avait pas une position aussi ferme que celle que j'ai fait prendre au caucus une fois élue. Je me disais, il n'y a vraiment pas d'avenir. J'ai fait mes devoirs. On est allé rencontrer les promoteurs du projet. On voyait que l'acceptabilité sociale n'était pas ce que les entrepreneurs essayaient de nous faire croire. Il y a eu beaucoup de propos assez intenses sur le sujet. Puis je voyais que on n'avait plus de raison d'aller de l'avant avec ça chez nous, là. Donc, j'ai décidé d'en faire une lutte quand même assez active avec les membres de ma circonscription, des groupes aussi environnementaux qui étaient très actifs depuis bien des années. Fait que je ne me donne pas du tout tout le crédit, là. Il y a eu une belle bataille locale de mener, mais d'être la première élue de tous les paliers gouvernementaux là, à vraiment s'opposer à ces projets-là, sachant qu'il y avait un coût quand même personnel qui était risqué, là. Il y avait un coût à prendre quand même au niveau du capital politique ou peu importe. Mais j'ai décidé de suivre mon instinct puis d'aller jusqu'au bout. Puis finalement, ben, nous, on a déposé un projet de loi, le Parti québécois. J'étais beaucoup aussi supportée là-dedans par notre porte-parole en environnement, Sylvain Gaudreault. Il était tellement content Oui. qu'on aille de l'avant. Sûrement qu'il y a eu des députés locaux, à un moment donné, qui n'aidaient pas à ce qu'on prenne la position ferme aussi, là, fait que lui, ça l'arrangeait. Puis, on a déposé un projet de loi ensemble et le gouvernement de la CAQ, contre toute attente, sincèrement, on ne pensait pas qu'on allait voir ce jour-là aussi rapidement, mais a décidé d'emboîter le pas. Ben, pas vraiment d'emboîter le pas. Il a été une des premières nations à le faire dans le monde. Puis, je les félicite vraiment d'avoir pris ce courage politique-là parce que faut le faire, il faut être des pionniers. Il faut être des leaders en matière de crise, de lutte au changement climatique plutôt. Puis on a toutes les raisons de le faire. Chez nous, on est fort aussi dans le domaine éolien. Les énergies renouvelables, c'est la voie de l'avenir. Donc, pour moi, c'est l'accomplissement numéro un. Puis sinon, ben c'est ça, tout ce qu'on est allé chercher pour les familles en service de garde. J'ai fait aussi deux vidéos avec des citoyens pour montrer qu'il y avait une crise du logement, alors qu'on ne parlait pas de crise à ce moment-là. On a tapé sur le clou beaucoup pour entendre la CAQ le dire haut et fort. Et aussi la situation des aînés. J'ai essayé du mieux possible de démontrer que les aînés vivaient dans la pauvreté pour plusieurs d'entre eux, puis qu'il fallait faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est toutes des actions qui ont donné des résultats ou que le gouvernement a vraiment mis le paquet après, mais quand même, je pense que ça a été apprécié là, de le faire. Puis c'est ça pour moi, le rôle d'un élu, c'est de démontrer qu'il y a des problèmes puis qu'il faut les adresser à l'Assemblée nationale. Fait que des fois, de le faire avec les citoyens puis qu'ils soient inclus dans la démarche, ça donne du poids aussi à nos requêtes. Puis ça a été des belles réalisations. Donc, on va faire un bond dans le temps en 2022, lors, dans le fond, de votre défaite aux élections générales. Et là, par la suite, bon, quelques mois après, le Parti québécois décide carrément de créer un nouveau poste, qui est celui de porte-parole national. Et d'un, pourquoi ont-ils décidé justement de créer ce nouveau poste-là? Et de deux, pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi, vous, pour occuper ce rôle-là? Ça vient ensemble, je pense, la réponse, parce que c'est un poste qui a vraiment été créé, là, je le dis de façon très modeste, là, mais on l'a créé pour moi. C'est le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui a eu l'idée du concept. Pour lui, c'était vraiment une grande défaite de perdre une des plus jeunes élus à l'Assemblée nationale qui avait travaillé ses dossiers. Donc, il y avait comme pour nous, c'est une perte, puis pour tout ce qu'on veut aussi mettre de l'avant, puis qu'on a fait depuis la dernière année, là, on est assez actifs sur les projets comme la promotion de la souveraineté qu'on a remis de l'avant. Puis pour ça, on le sait, il faut que les jeunes se sentent plus interpellés, il faut qu'ils soient au courant des bienfaits de l'indépendance et tout ça. Donc, il faut qu'on puisse avoir des jeunes visages qui en font de la promotion. Donc, le rôle de porte-parole a été créé pour aider les élus parce qu'il y était seulement 3 l'année passée, là, après la campagne de 2022. 3 élus. Le territoire est très grand au Québec, puis on continue à être une opposition qui est constructive pour le Québec. Donc, les organismes viennent encore à nous pour
les défendre, pour aider, pour passer des messages, faire des propositions au gouvernement. Donc, on a encore cette crédibilité-là aux yeux de la population. Puis, ben, ça fait, c'est des grandes responsabilités qu'on a pour le peu de moyens que l'équipe a présentement. Donc, on a été chercher, ben, moi comme porte-parole nationale, donc c'est vraiment mon emploi à temps plein. Je suis sur le terrain, je fais des tournées régionales, je vais à la rencontre des gens là où il y a des besoins, puis qu'on essaie de brasser un peu la cage et le gouvernement. Donc, j'aide les élus à le faire. Puis aussi, ben, vraiment de mettre en place tous les éléments avec l'équipe pour, pour un jour arriver au déclenchement du référendum. Donc, on a vraiment une vision qui est plus, qui n'est pas seulement aux 4 ans comme le gouvernement de la CAQ fait présentement. Là, il gouverne vraiment à la petite semaine parce qu'on voit qu'il n'y a pas de projet de société. On ne sait pas trop où est-ce que le Québec s'en va. Ben, nous, c'est tout à fait le contraire. On milite puis on travaille au Parti québécois parce qu'on a un projet à proposer puis à offrir aux Québécois. Donc, je dirais que c'est comme ça qu'on a formé le rôle. Puis, il y a des co-porte-paroles aussi, une douzaine de co-porte-paroles qui sont sur des sujets plus spécifiques. Là, c'est des dossiers sectoriels sur l'immigration, la diversité, la jeunesse, la condition féminine. Donc, on a des gens aussi qui nous représentent dans des événements là, sur ces sujets-là. Donc, Là, voilà. on a pu voir justement dans les dernières semaines, dans le fond, depuis, si on veut, le déclenchement de l'élection partielle dans Jean Talon, on voit que le Parti québécois remonte énormément dans les sondages jusqu'à devenir premier, là, il y a 2 semaines de ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces sondages-là et de cette, si on veut, de cette remontée-là, de cette baisse en fait signifiante aussi de la CAQ? Oui, ben ça démontre beaucoup de choses, je pense. Ça démontre que là, maintenant que la pandémie est moins en avant-plan dans les médias, ben là, on voit un peu plus qu'est-ce que le gouvernement fait de ces journées. Il n'est plus en gestion de crise, il est en gestion de l'État. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'autres crises qui étaient peut-être cachées durant le temps de la pandémie, mais qui étaient déjà présentes, là, qu'on essayait donc de, de dire au gouvernement, réveillez-vous, il va se passer quelque chose en habitation, en santé, en éducation. S'il n'y a rien qui est fait de concret, on n'y arrivera pas. Là. Puis on voyait qu'on fonçait droit dans le mur. Puis malheureusement, ben, tous les signaux d'alarme, les nombreux organismes aussi qui ont essayé de sensibiliser le gouvernement, tout ce qui a été fait dans les dernières années, ben, on commence à voir disons, les effets de l'inaction du gouvernement. Je ne veux pas être trop partisane dans votre émission, mais c'est ce que je pense que la majorité des gens ont découvert sur le tard, alors que nous, on le voyait au Salon Bleu depuis un bon temps. Donc, il y a de l'insatisfaction présentement au sein de la population, mais il y a aussi et surtout, je dirais, pour nous, au Parti québécois, un chef qui est droit, qui a une certaine stature, une cohérence, il est constant dans les sujets prioritaires du parti. On sait où ce qu'on s'en va avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est accompagné de députés extraordinaires aussi qui sont hyper compétents. Donc là, c'est sûr que j'ai un parti pris. C'est mes anciens collègues, mais l'équipe, elle est très solide. Et je pense que ça crée encore plus ce clash-là public dans les médias quand on voit les prises de position très claires du Parti québécois. Puis vous remarquerez là, qu'entre les trois oppositions présentement, à qui on demande de commenter, puis qui va avoir souvent la place dans les médias, ben, c'est le Parti québécois. Donc même à trois, on réussit quand même à être encore euh, cohérent puis constructif. Donc, ça crée vraiment un clash intense. Là. Je ne sais pas comment on peut remplacer le mot clash, que ce soit. Mais c'est ça, je pense que. Et on l'a vu dans Jean Talon. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Tout le mois de septembre, je l'ai passé dans Jean Talon. Puis ces citoyens-là m'ont beaucoup impressionné. D'abord, les Québécois, ils suivent l'actualité, ils savent très bien ce qui se passe, sont capables de se faire une tête, pas besoin de se faire dire quoi faire. Puis là, on voit que l'approche paternaliste de François Legault a fait son temps. Puis le monde veut avoir quelqu'un dans le siège du capitaine là, qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc, c'est en quelques mots, je dirais que c'est ça qu'on entend beaucoup sur le terrain. Puis quelqu'un qui respecte sa parole, qui respecte et qui parle aux gens
de manière intelligente. Et justement, présentement, c'est ce qui manque là. Là, bon, euh, je veux vraiment parler, si on veut, de la jeunesse et bon, je suis quand même bien placé pour en parler dans une école secondaire directement et en tout cas, je le sens qu'il y a, si on veut, une poussée nationaliste et pour l'indépendance, en tout cas, chez les Oui. jeunes, qui est vraiment présente de plus en plus avec les années. Est-ce que ça fait partie, si on veut, de votre plan, justement, pour accéder un jour à peut-être un troisième référendum? C'est quoi si on veut, la ligne directrice à ce niveau-là? Bien, j'ai pas les chiffres devant moi, mais récemment, on regardait ça, là, puis le pourcentage de Québécois qui n'ont jamais voté dans un des 2 référendums, là, depuis 85, là, c'est un très fort pourcentage, là. Peut-être, le tiers, au moins de Ouais, nos membres, là, tu sais, si on regarde juste à l'interne au Parti québécois. Donc ça laisse une bonne marge de manœuvre pour, aller, chercher du nouveau monde. Je pense que ceux qui ne sont pas encore convaincus aujourd'hui, c'est pas tous des gens qui sont complètement fermés comme on voyait dans le temps du bipartisme, là. Tu avais les gens qui sont souverainistes, puis les gens fédéralistes, puis c'était cette espèce de guerre-là politique. On est dans un tout autre contexte. Euh, puis là, nous, on ramène la souveraineté de l'avant. Donc, je pense que de l'amener comme sujet à débattre et de forcer les autres partis aussi à se positionner, dont Legault qui a eu toute son lot de caricatures dans les dernières semaines parce qu'il jouait le capitaine Canada. Puis ça fait sourire de le voir dans cette position-là, mais c'est un réel enjeu. Puis je pense que oui, ça fait partie des sujets prioritaires au Québec parce que ça nous permettrait de régler bien, bien des enjeux, de pouvoir gérer vraiment son argent, la lutte au changement climatique, la culture qui pâtit beaucoup actuellement, qui est beaucoup gérée par le fédéral, l'immigration qui est aussi un enjeu qui revient souvent parce que l'administration du ministère de l'Immigration présentement, je vais le dire, là, c'est le bordel. Là. Les délais, ça n'a aucun bon sens, tout ce qu'on voit passer. Puis on voit des situations dans l'actualité, mais il y en a combien d'autres des gens qui sont en attente de leur résidence permanente. Bref, il faut qu'on puisse être efficace. Donc, je pense que le monde, ça, le comprenne bien, mais maintenant, il faut arriver aussi à voir c'est quoi vraiment les bienfaits puis tout ça. Et c'est dans nos objectifs au parti vraiment de mettre une espèce de calendrier avec des. Il y a eu le budget de l'an 1, il va y avoir aussi une réponse à l'initiative du siècle, il va y avoir un livre bleu qui répond à l'essentiel des questions qui sont souvent posées sur la monnaie, sur l'armée, sur tout ce qui définit le contour du projet. Donc là, on place ces cartes-là et dans l'espoir oui, en parler, puis de convaincre plus de gens, dont les jeunes, qui sont essentiels si on veut mener l'opération puis qu'elle soit un succès. justement, je veux revenir un peu sur le budget de l'an 1 qui a été déposé justement dans les derniers mois. Euh, Si on veut, c'est quoi vraiment qui sont les points majeurs abordés dans ce budget-là et en quoi, si on veut, c'est une étape qui peut nous mener justement vers l'indépendance? Ben, effectivement, c'est un passage obligé un peu Ouais, l'exercice de remettre à jour les finances d'un Québec souverain. Ça a été fait à plusieurs reprises. C'était la 8e ou 7e sur 7e fois qu'on faisait l'exercice. C'est la dernière fois, c'était François Legault qui avait fait la preuve que le Québec était viable économiquement. Et là, ben, on l'a encore fait de manière très rigoureuse avec les mêmes formes de calcul, le même modèle, disons, économique aussi que les autres précédents, parce qu'il ne faut pas trop non plus avoir l'air de faire des choix. Il faut que ça reste un exercice qui est neutre, même avec les circonstances actuelles aussi. Donc, les données ont encore démontré qu'on était capable dans la transition, donc dans l'année 1 du Québec indépendant, de, de vivre convenablement, sans qu'il y ait un choc en tout cas, qu'il n'y ait pas trop d'instabilité économique là, qui en découle. C'est important aussi, ben, quand on regarde le document, de dire qu'il y a une part de la dette,
on n'irait pas chercher la dette complète du Québec actuel parce qu'il y a une partie qui est au Canada dans tout ça, là. Mais donc, le deuxième élément du document, après, ben, c'est un peu comme comment on irait chercher de l'argent en s'affranchissant donc du Canada, du reste du Canada. Donc, il y aurait certains ministères qu'on a en double, qu'on n'aurait plus besoin de financer au niveau fédéral. Donc, tout cet argent-là, on la récupérerait. Donc, c'est comme plusieurs éléments comme ça qui ont été démontrés dans le document qui fait que la dette, au final, est diminue puis qu'on aurait même des économies à aller faire à ce niveau-là. Là, j'ai plus les chiffres, les gros chiffres importants en tête, mais on pourra, c'est pour ceux que ça intéresse, là, je pourrais répondre à des questions plus précises là, par la suite. Mais c'est intéressant quand même de dire que économiquement, on est viable et même que tous les autres partis à l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité pour la motion qu'on a déposée pour que ce soit une déclaration officielle de l'Assemblée nationale. Alors, même les partis fédéralistes ont dû le reconnaître parce que l'exercice avait été finalement bien fait et qu'encore une fois, après toutes les fois où on a passé par le même chemin, eh bien, on le démontre. Puis c'est important, oui, parce que souvent, c'est là où il y a des gens réfractaires pour toutes sortes de raisons, dont les aînés qui se demandent s'ils vont être capables d'avoir leur part, leur juste part là-dedans. Euh, donc, je pense que c'est ça. Ça permet encore une fois là, de donner des arguments de taille à ceux qui en font la promotion, puis à d'autres d'avoir moins d'inquiétudes, disons, parce que les inquiétudes sont souvent liées à une question d'argent. Oui, et là, par exemple, admettons que dans un an, euh, il y a un référendum pour X, Y, Z raison. Ce serait quoi, si on veut, les quatre, mettons, les plus grands bénéfices que le Québec pourrait avoir à acquérir sa pleine indépendance? Ah, les quatre, ben, je pense qu'on doit parler de la protection du français, de stopper le déclin, de freiner le déclin, mais d'essayer de l'arrêter aussi parce que présentement, même dans le choix, dans la sélection d'immigrants économiques, les travailleurs étrangers temporaires, on voit qu'on n'a pas le contrôle là-dessus, puis que là, présentement, c'est des chiffres comme 400 000 par année là, qui ne sont même pas inclus dans les données qu'on a. Donc, ce n'est pas des gens nécessairement qui ont des obligations au niveau de la langue. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça. Comme on n'a pas tous les leviers et les pleins pouvoirs, ben, qu'on n'a pas le contrôle pour s'assurer que le français soit conservé dans tout ça. Alors, c'est là où on dit, ben, en allant chercher les pouvoirs en immigration, en appliquant la loi 101, on l'étend dans les cégeps, dans les grandes entreprises, dans les petites entreprises, bref, qu'on aurait des mesures vraiment plus fortes et solides pour protéger la langue. Mais en étant indépendant, ben là, c'est sûr qu'on a tous les moyens de s'assurer de parler encore français dans 10, 15, 20 ans au Québec. Donc, moi, c'est important pour moi et pour beaucoup d'autres Québécois. La question de la culture aussi revient là-dedans, tu sais, toute la question identitaire. La question de l'environnement aussi, je pense que là, on le voit bien à quel point ces deux discours complètement contradictoires qu'on a au niveau fédéral et québécois. Là. On ne parle pas du tout des mêmes priorités, notamment le pétrole et tout. Donc, je pense que ça, on aurait avantage à être indépendant puis à pouvoir être encore ces leaders-là sur la scène mondiale en matière de lutte au changement climatique. On a tout ce qu'il faut. Pour les générations futures aussi, il y a vraiment plusieurs bonnes raisons. Donc, moi, je dirais pour la question de la décentralisation, je suis une fille de région, je vois comment ça nous coûte cher qu'on pense juste au ministère des Pêches. Présentement, c'est pas mal tout Ottawa qui a le contrôle du secteur des pêches. Et là, présentement, l'industrie a pâti vraiment beaucoup des choix du fédéral sur la gestion de la ressource et tout ça. Alors, question de décentralisation, ça revient souvent parce que les régions ont beaucoup de compétences, mais souvent n'ont pas les prises de décision. Donc, j'espère qu'à un moment donné, et j'espère que dans un Québec indépendant, nos régions pourront être maîtres chez elles
et se gérer adéquatement et avoir une plus grande autonomie finalement. Donc, même principe que nos gouvernements de proximité, quand on parle des élus municipaux, qui demandent souvent avoir plus de budget, de ressources parce qu'ils doivent fonctionner malgré la crise du logement et tout ça. L'érosion des berges, les problèmes face au changement climatique et tout ça, ben, quand on donne plus de pouvoir, normalement, c'est plus efficace aussi en termes de gestion gouvernementale. Donc, on va avoir le temps d'aborder un dernier enjeu, un enjeu qui touche directement, en fait, les jeunes, puisque ça se passe présentement. Je voulais savoir, c'est quoi, si on veut, la position du Parti québécois, notamment au niveau des grèves qui se passent dans le personnel enseignant, dans le Front commun, et vis-à-vis, bon, toutes les déclarations que le premier ministre a faites dans les dernières semaines. Ben, c'est encore aujourd'hui, on a vu toute l'instabilité quand le premier ministre fait le choix de sortir publiquement, de faire des déclarations qui rendent toute la population confuse et qui n'ont pas sa place dans l'espace public. Là, encore une fois, Legault a sorti en disant que pour lui, il y avait bon espoir que tout soit le retour à la normale se fasse d'ici lundi, alors que la FAE sort aujourd'hui même pour dire que les négociations n'avancent pas aux tables, notamment aux tables sectorielles. Ben, ça aide personne en présentement de négocier sur la place publique. Alors, longtemps, on a entendu notre parti depuis un certain temps là, dire qu'il faut que les deux partis s'assoient à la table et commencent vraiment à négocier de bonne foi des deux côtés. Et puis, on souhaite le meilleur sort possible aux travailleurs et aux travailleuses. Là, c'est eux qui ont ils savent qu'ils ont l'avenir du Québec entre les mains. Ils prennent tellement bien soin de la population malgré les peu de moyens. Mais si on leur donnait les moyens, ben, je pense que nos services publics seraient nettement plus stables et pourraient répondre aux attentes. Donc là, présentement, oui, les parents sont un peu, puis les enfants surtout, sont pris en otage là-dedans, mais il faut s'assurer que dans l'avenir, ce soit les services aux Québécois qui soient améliorés. Je pense que ça, c'est la volonté qu'on a au Parti québécois. C'est pour ça que vous nous voyez aussi dans les manifestations, qu'on ne s'en cache pas. On a pris la parole encore récemment parce que c'est trop important. Puis je pense que bon nombre de Québécois sont bien conscients de ça. Alors, faut tenir jusqu'au bout, puis on espère un dénouement le plus rapide possible. C'est certain qu'on veut que ça se règle, mais pour ça, il faut que tout le monde y mette du sien, puis que le gouvernement commence vraiment à négocier aux tables, puis à essayer d'arrêter d'essayer de se sauver la face publiquement, là, mais de juste s'assurer de faire le travail qu'on demande à un gouvernement, puis de régler ça au plus vite. Merci beaucoup. Donc, ça va être ce qui conclut notre entrevue. Merci beaucoup. Donc, je le rappelle, Mégane Perry-Mélançon, porte-parole nationale du Parti québécois. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Ça m'a fait grand plaisir, merci. Puis, ben, c'est ça, je suis encore une fois vraiment en admiration avec ce travail-là qui est fait par les jeunes. Je suis contente de voir qu'il y a de l'intérêt pour la question, pour la politique, pour la question de la souveraineté aussi, puis qu'on ait des tribunes pour le faire. Ben, c'est très apprécié. Donc, merci encore. Bon, merci beaucoup.